Je m'appelle Martin et à 21 ans, en juin 2021, j'ai décidé de partir de Paris pour aller jusqu'en Iran à vélo. Une traversée de 5 mois à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. 12 pays pour un total de plus de 8000 km. À ce stade, vous vous dites probablement comment peut-on avoir une idée pareille. J'étais dans mon petit appartement parisien lorsque le Covid est apparu et que j'ai pris une amende pour non-port du masque. Je me suis dit alors qu'il fallait que je parte loin, très loin. Alors j'ai commencé à voyager, d'abord en backpack, en Égypte, en Laponie. En revenant de ce premier grand voyage, j'étais convaincu qu'il me fallait une aventure plus grande que ce que j'avais déjà fait. Je voulais aller au contact direct des autres cultures, sans filet de sécurité. Découvrir les autres, dans la plus grande vulnérabilité pour mieux se connaître soi-même. Premier bivouac, première étape. Ça fait un petit peu bizarre de se dire que j'ai fait seulement 140 km sur presque 5500-6000 km qu'il y a à faire. Donc on verra dans le futur, on verra ce qui se passe. Je suis en Champagne là, avec les montées de 2-3 km au milieu des vignes là, à 6 à l'heure. Dur. Ça va pas très vite hein. 7 à l'heure là. On est en Suisse. C'est là que ça commence vraiment avec la montagne. Et voilà. Les Suisses ils sont sympas, ils nous ont laissé une petite cabine dans les bois pour éviter de camper. Là il y a Lucas là-bas, un Suisse du coup que j'ai rencontré là-bas, j'ai cru que c'était le proprio mais en fait non, il est juste là comme moi à camper avec sa tente ici. Donc c'est bien, je vais avoir un copain pour camper au moins ce soir. Et ils sont tellement sympas les Suisses qu'ils nous ont même laissé un petit robinet pour faire la vaisselle hein. Donc c'est un peu old school mais bon ça va le faire hein. Ça va le faire, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ma vaisselle donc ça va être cool. Voilà ce qu'il faut manger pour aller en Iran. Il faut manger des fraises tagada et des chips. Et après ça va tout seul. Tagada is good for cyclists. Cyclists eat shit. Hikers are healthy as fuck. Bon, on est au col de l'Ophone, 2000 mètres d'altitude. Et le défi aujourd'hui c'est de passer le Stelvio. On va bien voir ce que ça donne, je pense que je vais sortir de cette journée épuisé. Ça va probablement être l'une des plus dures du voyage. Mais voilà, c'est parti pour le Stelvio. On est à 5-6 km du sommet, à 2300 mètres d'altitude là ici. Donc va falloir s'accrocher jusqu'au sommet, il y a à peu près encore 1 heure de montée. Allez. La montée du Stelvio s'est annoncée beaucoup plus compliquée que ce que je ne l'imaginais. J'arrive en haut épuisé. Il fait 2 degrés, la grêle commence à tomber. Je manque de faire une hypothermie dans la descente. Heureusement, je monte ma tente assez rapidement et je me mets dans mon sac de couchage pour me réchauffer. Bonjour, je suis dans le vlog de Martine et vous pouvez venir vous abonner à mon Instagram. Venise signifie le repos après 10 jours vraiment intenses. J'y rencontre des amis qui resteront des potes pour toujours.
D'autant plus que j'arrive la nuit où l'Italie gagne la Coupe d'Europe. Autant vous dire que je n'ai pas beaucoup dormi. Le retour sur les routes à la réalité fut un peu brutal. Oh là là, il y a un vent là de au moins je sais pas 80 km/h avec de l'orage. La nuit s'annonce magnifique. Le lendemain, je rencontre deux Français, Nina et Simon, qui eux aussi voyagent à vélo. Ça me fait du bien car je me sentais un peu seul après toutes ces journées passées seul sur la route. Bon, je viens d'arriver en Slovénie. Donc après l'Italie, ça commence à sérieusement monter après les plaines difficiles et venteuses de Venise. Et donc là je me fais un petit bivouac, je fais à peu près une journée et demie de Ljubljana, la capitale. Bon, ce soir c'est noodles. Noodles, je ne sais plus quoi. J'arrive en Slovénie et je crois que je commence vraiment à m'habituer à cette vie. Une vie simple, centrée sur des choses essentielles. Rouler, trouver un coin pour mettre la tente, manger et dormir. Et ne penser à quasiment rien d'autre entre temps, si ce n'est de rêver de l'Iran qui me paraissait si loin à l'époque. C'est toujours très impressionnant de voir à quelle vitesse disparaissent les soucis auxquels nous pensions avant le voyage, pour laisser place à l'instant présent. La pluie me suit toujours depuis le départ. Rien ne changeait à mon quotidien parisien. Je me réveillais en prenant une petite douche, assez froide cette fois-ci. L'idée c'est que les orages me suivent depuis Paris là. Il a plu toute la nuit là encore, donc je vais passer encore une belle journée et normalement je dois passer la frontière croate. Alors l'idée c'est que depuis Paris, les orages me suivent quasiment tous les jours depuis 2 semaines. J'ai eu quoi, 3 nuits tranquilles. Je pense que Dieu là-haut se dit le garçon il a pas pris de douche depuis longtemps, il faut que je lui en donne une. En Hongrie, je rencontre d'autres cyclistes et surtout je rentre en contact avec cette Europe pauvre, rurale, parfois déprimante, mais ayant du charme dans la déprime. Un côté dystopique que j'adore.
Le premier grand moment du voyage fut celui-ci. Je rencontre Mito, un Serbe vivant en Hongrie qui m'accueillit comme un roi avec son neveu. Il avait 90 ans et avait vécu sous l'URSS. Le fait qu'il m'encourage et me dise que la vie passe très vite me donna de la volonté tout au long du voyage. J'étais super bien accueilli. Ça fait plaisir. Oh. Café. Parfait. Mais je crois que j'ai assez mal supporté le raka local comme vous pouvez l'entendre. Avec des locaux là. Après le troisième rakidja, le petit verre de vin qui va bien. En partant, Mito me donna 3 bouteilles de rakia, signifiant chacune l'amour, la foi et l'espoir. Il me dit garde-les et bois-les quand tu en auras vraiment besoin. Et regardez ce que Mito est en train de faire. Il est en train de me remplir des petites bouteilles de vodka parce qu'il veut que je les emmène jusqu'en Iran. Bon, je lui ai dit que si je me fais choper avec ça en Iran, je vais avoir la tête coupée, mais bon, ça a pas l'air de beaucoup le convaincre. Mais bon, je vais les emporter avec moi, hein, c'est un vrai souvenir. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, le rakia, c'est de l'alcool à 60 degrés. Donc voilà, si j'ai un coup de mou, bah je prends ça et ce sera bon. Voilà, il m'en fait 3 en fait. C'est le principe. Bon, je viens de passer la frontière roumaine, donc je suis en Roumanie. Ah, je suis mort là. Là, je viens de faire 20 km avec les rakias qu'on s'est envoyés hier soir et donc l'eau de vie et le vin. Là, je suis mort. Il m'a fait boire en plus de l'eau de vie ce matin. Putain, là, c'est trop dur. Il fait 30 degrés, il me reste 80 km pour arriver à Timișoara. Mito m'avait prévenu. Martin, fais attention. En Roumanie, tu vas changer de monde. Moi, insouciant, je crois que je n'ai écouté que d'une oreille. Je ne le savais pas, mais le vrai voyage allait commencer ici. Pour moi et sur tous les plans. Bon, alors là, il y a Paola m'a invité à manger. Dans un premier temps, insouciant, j'adore la Roumanie. J'y fais plein de rencontres. Les gens sont très ouverts et accueillants. Plus facile de connecter avec les gens qu'en Europe de l'Ouest. J'ai des gens pour me monter ma tente. Bon, c'est pas trop du boulot, mais bon, ça passe. Bon, je viens de me faire accueillir par presque tout un village où j'ai eu la chance qu'une personne soit belge avec ses enfants et tout. Et au final, bah, ça donne une super expérience où les gens étaient hyper sympas. On m'a invité à manger un peu partout hier soir, aujourd'hui, ce matin. Donc c'est assez cool. Et puis j'ai pu planter ma tente dans le jardin. Donc super bonne expérience et les gens étaient vraiment super sympas. Ils m'ont donné tout ce dont j'avais besoin et donc c'est des rencontres qui font vraiment plaisir et qui aident à avancer dans le voyage. Ensuite, je suis descendu vers Craiova, l'une des régions les plus pauvres de Roumanie, au sud. Il faisait 40 degrés, des meutes de chiens errant partout et culturellement dépaysés. Des familles se déplaçant avec des charrettes tractées par des ânes ou des chevaux. Un jour, en allant vers Craiova, je me suis fait attaquer plus de 15 fois dans la journée par des meutes de chiens. À la fin, j'étais complètement vidé. Bon, il fait plus de 40 degrés aujourd'hui. Je suis dans l'une des régions les plus pauvres de Roumanie. Et je suis obligé de prendre les grands axes avec tous les camions, etc. Parce que sur les axes secondaires, il y a plein de chiens errants partout. C'est hyper dangereux, ils n'arrêtent pas de me courser. Donc là, depuis ce matin, c'est c'est à la Mad Max, quoi. Voilà. Et là, j'ai eu une journée vraiment difficile. Moi, je me suis fait courser par une dizaine de chiens dans la journée. Ça a vraiment été hyper dur. Je suis épuisé là, mentalement et ça influe sur mon physique parce que ça met vous avez il y a la pression toute la journée. Et donc il me reste 2 jours et j'espère que ça va pas être comme ça pendant 2 jours. Je sais que là, la région que j'ai traversée, là, vers Craiova, je suis à Craiova en ce moment, c'était l'une des régions les plus pauvres de Roumanie, donc j'espère que ce sera pas ça tout le temps jusqu'à Bucarest. Mais ouais, la journée est assez difficile et première journée où vraiment, à des moments donnés, j'ai eu envie de poser le vélo et de tout envoyer voler, quoi.
Le lendemain de ces attaques intempestives de chiens, je me lève malade. En prime, les pneus de mon vélo sont crevés par des épines, je me sens seul, j'ai envie d'arrêter. Mais comment faire demi-tour? Je suis à 2500 km de chez moi. Donc au bout d'une heure ou deux, contre toute attente, après avoir réparé mes pneus, je reprends mon vélo. Je fais 5, 10, 20 km. Je constate que même si je vais mal physiquement et mentalement, je suis toujours là, en vie, je peux rouler. Donc je peux continuer. Ce qui m'a fait perdre pied n'a pas été les chiens ou la chaleur, mais plutôt le fait que je n'accepte pas le fait que j'avais peur. Je n'acceptais pas d'avoir été poussé hors de ma zone de confort par si peu de choses que j'imaginais être des formalités avant le voyage. Ce qui me faisait souffrir, c'est que l'image que je m'étais faite de moi-même ne correspondait pas à la réalité. Mais en voyage, on ne peut pas mentir face à la réalité des difficultés. Soit on l'accepte, soit on arrête. Les semaines qui suivront seront extrêmement éprouvantes. Heureusement, je rencontre des Roumains sympathiques qui m'accueillent et qui me remontent le moral à chaque fois. Une hospitalité vraiment énorme. Ces personnes croyaient parfois plus dans le projet que moi. Ils croyaient parfois que j'allais arriver en Iran alors que moi je n'y croyais plus. On y trouve une force incroyable pour aller de l'avant, car désormais ces gens qui nous soutiennent font partie du projet. Et nécessairement, on n'a pas envie de les décevoir. Ah, je suis en train de réparer mon vélo là dans la rue. Parce que j'ai encore crevé, 3e fois en 2 jours. Et il y a un Roumain qui vient me parler, il me demande un peu ce que je fais, ce qu'est mon voyage. Et du coup je lui explique. Et au moment de partir, le type me donne 100 lei. Donc l'équivalent de 20 €. Incroyable. C'est incroyable la générosité quand même que peuvent avoir ces gens. Parce que pour eux, ça doit représenter quand même beaucoup d'argent, je pense. Je me rends même pas compte, mais incroyable. J'arrive enfin à Bucarest. Le contraste entre la pauvreté des villages roumains et la richesse de Bucarest est impressionnante. Je passe en Bulgarie et le voyage va prendre un tout autre tournant. Il fait toujours aux alentours de 35 degrés. Un jour, je fais 120 km sous 38 degrés. Le lendemain, je me rends compte que j'ai une insolation. Je vomis sur mon vélo et j'arrive à peine conscient à un camping le soir, après 4 heures de vélo, qui resteront comme les plus difficiles que j'ai jamais faites. Pour avancer, je me rappelle que je me répétais en continu, si je passe maintenant, je passe tout le temps. Le soir au camping, adossé contre un arbre, je vomis et j'arrive à peine à bouger. Des Bulgares sympas montent ma tente et m'aident à me mettre dedans pour dormir. Je me repose quelques jours et je me remets sérieusement en question. Suis-je vraiment fait pour affronter tous les jours la chaleur, les chiens, les kilomètres et toutes les autres complications? Est-ce que je vais arriver au bout? Je repars du camping après quelques jours de repos en n'ayant aucune idée de si je vais poser le vélo à Istanbul ou pas. J'arrive en Turquie et tout de suite je rencontre des gens incroyables, dont Ahmet, qui faute de pouvoir m'accueillir chez lui, me paya une nuit à l'hôtel. Le lendemain, alors que j'allais dormir dans un parc qui ressemblait plus à une décharge qu'autre chose, je suis accueilli par des frères qui m'invitent à dormir chez eux, avec la mama turque qui faisait des très bonnes chorbas.
Et c'est beau, c'est beau. On voit que tu as super bien mis ton voile là. Franchement, Ouais, magnifique. t'as vu, je peux faire un tuto en 6 étapes que je vais mettre sur mon vlog en fait. Ah ok. Et voilà, donc abonnez-vous. Vas-y, tourne une fois qu'on voit quand même comment tu l'as mis. Et on ne se moque pas. Istanbul me permet de me reposer une dizaine de jours après toutes ces péripéties. Je tombe littéralement amoureux de cette ville sublime. Et j'y rencontre beaucoup d'amis, dont des Français, ce qui me permet de reparler un peu le français et de me ressourcer. Si présent, un kebab de type interminable, mais fort dur. Et si contre le piment que Martin va manger sous vos yeux ébahis, parce qu'il va me passer la caméra, il va manger ce piment. Ouais. Allez, 1, 2, 3, hop. On attend un petit peu, ça commence à monter. Ici en fait. Bah oui, c'est le piment. Et là, il est heureux, il est très heureux. J'ai intégré le fait que le stress, la peur, faisait partie intégrante de mon voyage, et par extension ferait partie de moi pendant les 3 prochains mois. Plutôt que de chercher à combattre ces émotions comme je l'avais fait avant, je commençais à les accepter telles qu'elles étaient. Mon but avant le voyage était de n'avoir peur de rien. Désormais, mon but était de voir jusqu'où je pouvais aller en ayant peur et en étant hors de ma zone de confort. Voilà. Bon bah là j'ai installé ma tente. Il y a dans le plus grand des calmes des petits chiens qui sont en train de se battre, c'est génial. Je sais pas si vous me voyez correctement, mais j'adore ce bruit du muezzin qui résonne dans les villes, dans les pays musulmans. Sinon mon campement est rustique on va dire. J'ai 4 ou 5 chiens errants autour de moi. Je pense que je vais pas réussir à vous les montrer. Mais ils sont plutôt sympas, ils montent la garde autour de moi. Bah ouais, vous êtes pas payés à rien foutre les mecs hein, ici. Hein. Ah, vous voulez rester autour de ma tente, vous avez intérêt à monter la garde poliment. Pas de bruit et tout. Ouais. Bah ça fait un peu camping version, on va dire camping version Mad Max, mais comme d'hab. C'est ça qui est sympa dans le voyage. Oh, mauvaise idée de dormir dans les stations-service là. J'ai dormi à peine 2 heures là cette nuit. Parce qu'il y avait des chiens et des camions partout qui arrivaient et qui repartaient. Là je viens d'arriver dans la montagne, il fait chaud et je souffre un peu. Mais bon au moins c'est magnifique. Bon, anecdote encore super rigolote. Je m'arrête à la station-service qui est derrière moi. Comme d'hab, on m'offre à manger, du thé, génial. Les clients étaient super sympas, les restaurateurs aussi. Donc du coup, je leur demande si je peux planter ma tente juste derrière. Ils me disent ouais, pas de souci. Tu peux planter ta tente, y a pas de souci, machin. Donc ma tente elle est juste derrière. Et en fait il y a un abattoir de cochons. Alors me demandez pas pourquoi, je pensais que ça n'existait pas en Turquie parce qu'ils sont musulmans, mais si, un abattoir de cochons. Et ils me disent le plus naturellement du monde,
Ouais. Fais gaffe parce que des fois il y a des ours qui viennent tourner par ici quoi pour manger du cochon. Donc tu vois, j'adore ce balécouillisme turc en mode bon tu peux planter ta tente mais il y a des ours, fais gaffe, voilà. Tu cries un peu s'ils sont là, y a pas de souci, tu vois. Génial. Bon, je vous rassure, je n'ai pas été attaqué par des ours et j'ai dormi comme un bébé. Et le lendemain, j'arrive enfin dans le désert, des paysages sublimes. Bon, je commence à arriver dans les zones désertiques. Il était temps, après 4000 km. Il fait toujours 37 degrés. C'est parfait, ça, c'est la même chose que la température corporelle, donc nickel. Bon, je viens de me faire arrêter par la police turque, ça va très mal. Bonjour monsieur, ça va? Voilà, la Turquie, seul pays au monde où vous avez des policiers en carton en fait, au bord des routes. J'arrive à Ankara après une semaine de vélo. Je découvre une ville ultra moderne. Je fais mes premières rencontres avec des Iraniens. So I took Martin here and I'm gonna kill him now. Ah ok. Yeah. Beau projet hein. Bah apparemment ça va déjà m'arriver en Iran donc ça va. This is his last record. Oh no, this is not because I will take his camera and I'm gonna record myself. So Iranian are very dangerous, right? No, only me. تازه کردی شهر خاموش دلم رو تو پر آوازه کردی رفته بود هرچی که داشتیم دیگه از خاطر من کهنه شد اسم قشنگ میونه دفتر من فراموش کرده بودم همه روزای خوبو اومدی آفتابی کردی تن سرد غروب و عشقت به من و زنده بودم من کشتی Je pars d'Ankara et je me dirige vers la Cappadoce. À quelques dizaines de kilomètres de la Cappadoce, je suis accueilli par une famille qui m'invite à un énorme mariage. J'arrive en Cappadoce et cette fois-ci je me sens vraiment en Orient, sans aucun doute. Comme la Cappadoce est un lieu touristique, j'en profite pour retrouver des amis que j'avais rencontrés à Istanbul. La Turquie est plus petite qu'on ne le pense.
Et je repars pour une très longue traversée. Cette fois plus de 800 km en plein cœur de l'Anatolie turque, jusqu'à Trabzon. Des plaines et des routes immenses sans village sur parfois plusieurs dizaines de kilomètres. Mais sur la route, je rencontre beaucoup de Turcs, dont la police, qui m'invita à prendre un café et l'un des policiers m'emmena au restaurant avec son fils le soir. Oh bien. Je me rends compte que j'adore la mentalité turque. Un peuple fier et digne, n'hésitant pas à me dire qu'il détestait la politique française, mais toujours prêt à offrir un thé ou un repas à un étranger. Des vrais seigneurs. Quand même. Le lendemain, alors que je roule, je vois des gendarmes me crier dessus depuis la route. Je m'inquiète, je me dis « mince, j'ai fait quelque chose de mal ». Et en réalité, ils m'offrent un kebab quelques heures plus tard, ils prennent des photos avec moi et je dormirai même devant la gendarmerie. En arrivant vers la mer Noire, je reviens dans des chaînes montagneuses. Je suis en grande forme, la peur m'a quitté, alors que je me fais parfois courser par des énormes kangals, chiens de berger turcs, assez monstrueux. Voilà, le retour de la montagne. Avant d'attaquer, avant de retourner sur la mer Noire, j'ai passé 2 cols aujourd'hui. Que c'est dur. C'est dans ces moments-là, on se dit putain, j'aurais mieux fait de voyager en moto ou en bus, parce que là, ça pique, dur. Un soir, Mehmet, que vous voyez ici, m'invite avec ses amis à un café et me montre un endroit où je peux mettre ma tente, jusqu'à ce que l'un des gars présents me dise « Je dis au fait, avec le traducteur en plus, il me dit fais gaffe, il y a des chiens dangereux, sors pas de ta tente avant demain matin. » L'air de rien, comme ça. Et puis moi, du coup, dans ma tête, j'étais en mode mais comment ça, quoi, des chiens dangereux, comment ça, je peux pas sortir de ma tente? Et il me laisse même pas le temps de poser une question, il tape sur le traducteur t'oublies pas de venir prendre le café avec nous demain matin, hein. Bon, mais changement de plan. C'était Battle Royale autour de ma tente. Donc, Mehmet m'a dit comment ça se passe. J'ai dit pas ouf, Mehmet. Et donc, du coup, il est venu me chercher, il m'a trouvé une place au chaud, a priori. Autour de ma tente, c'était Bagdad, il y avait des chiens errants qui se battaient et tout. Donc, du coup, j'ai rappelé mes maîtres, je lui ai dit hey, tu peux pas me trouver une autre place pour la nuit? Il m'a dit ouais, pas de problème. Et là, en fait, il m'a mis dans l'enclos à vaches en fait. Je sais pas si vous voyez, au moins il n'y a pas de chiens et je suis dans un espèce de petit bâtiment dégueulasse. Mais c'est génial, franchement c'est trop. Bon, autour de ma tente, c'était un peu Bagdad avec les chiens, donc il m'a trouvé une place, en fait c'est dans l'enclos à vaches. Bon, c'est assez rustique en fait. Bon, Mehmet, au top, merci. Merci. Ok. Voilà, mon hôtel 4 étoiles pour la nuit. Même si ça peut paraître complètement déroutant, je vous assure que j'étais l'homme le plus heureux du monde dans cette petite cabane. Après avoir eu 5 ou 6 chiens qui jappent autour de ma tente, c'était comme le paradis. Ça y est, j'ai retrouvé la mer Noire. Ouais. Bon, par contre, il pleut constamment parce qu'en fait, c'est la saison des pluies ici vers Trabzon. Les Turcs m'avaient dit de pas y aller, mais comme d'hab, j'ai pas écouté, donc il pleut tout le temps.
proximité de Trabzon, je découvre aussi les tunnels turcs de parfois plusieurs kilomètres. Sorte de roulette russe version turque. Et là, tout dans le jeu, c'est d'essayer de pas se faire tuer par un camion. Vous vous souvenez de ces 3 petites bouteilles de rakia que m'avait donné Mito? L'une signifiant l'espoir, l'autre la foi et la dernière l'amour. Donc là, étant donné que demain je vais à l'ambassade d'Iran et que ma première demande de visa a été rejetée, il faudrait un petit miracle pour qu'il se passe quelque chose de bien et que je puisse aller en Iran. Donc il me faut une petite bouteille, une petite capsule d'espoir à mon avis. On va la boire cul sec. De l'alcool à 50 degrés, je sens que ça va me déboucher les tympans. Oui. Oh putain. Ah. Oh merde. Ah putain. Ouf. Ah mais j'aurais jamais dû faire un truc comme ça. Putain. Ah. Bon allez, il y a de l'espoir. Ah putain. Bon, je sors de l'ambassade d'Iran et malheureusement, mauvaise nouvelle, toutes les demandes sont rejetées apparemment. Bon, mis à part ça, c'était assez comique parce que la dame qui faisait les visas faisait en même temps le ménage avec une serpillière, tranquille. Donc c'était assez drôle. Ma première demande de visa faite à Istanbul ayant été refusée, je décide de partir en Géorgie en attendant que l'Iran réouvre. Après 1 mois et demi passé en Turquie, ce pays m'aura profondément marqué. Bon, encore une anecdote incroyable avec les Turcs. Ce midi, j'étais au restaurant. Je commande beaucoup en plus des chips, des patates, du poisson, etc. Au moment de payer, je vais à l'accueil et le garçon me dit non, il essaie de m'expliquer quelque chose en turc, il parlait pas anglais, je comprends pas, il m'expliquait quelque chose. Et du coup, il prend Google Traduction et il me dit quelqu'un a déjà payé pour vous. Donc moi je dis très bien, bon bah laissez-moi aller remercier ce monsieur. Et en fait, il me met sur Google Traduction, non, il est déjà parti. Et en fait, le type venait de partir. Et je trouve ça incroyable, c'est la définition même de la générosité, quelqu'un qui attend absolument rien, qui juste ne se contente même pas d'un regard ou d'un remerciement, qui juste est heureux de payer pour quelqu'un qu'il ne connaît pas, sans aucune attente derrière. C'est absolument dingue. Bon, en fait, par erreur, je m'étais dit bon, j'allais me faire un petit tour de vélo tranquille en Géorgie, et en fait, là, je suis en train de découvrir que c'est Bagdad. Il y a des chiens errants partout. Honnêtement, en Turquie, il y avait des chiens errants partout, mais alors là, c'est un niveau bien supérieur. Donc, je me demande comment je vais faire pour dormir dehors. Mais bon, nouveau challenge. Je rencontre Guylaine en Géorgie, un basque français qui lui aussi voyageait à vélo. Route de merde. Elle est pas mal hein, cette route. Arrête. Elle est bien lisse. Ça commence. On découvre un pays très rural, où les animaux semblent avoir pris le contrôle du pays et occupent tout l'espace public. Cochons, vaches, chiens sont maîtres sur ces terres de l'Est. Première journée de vélo en Géorgie, gros dépaysement par rapport à la Turquie. On a dû croiser, je pense, une 50aine de chiens errants. Les routes sont pourries, à moitié en terre. Ouais. Mais c'est cool, on n'a pas eu de pluie, là il y a le soleil. On a trouvé un joli petit endroit pour mettre la tente. Et voilà, tout va bien. Et pas mal de vaches aussi quand même. Et pas mal de vaches partout sur la route. Les gens avec des voitures défoncées.
Ça fait penser un peu à la Bulgarie ou à des pays comme ça. Ouais. Je vais vomir les patates de ce midi. Surtout, la Géorgie est un pays où la haute montagne est partout. Des paysages somptueux. Il va falloir les dégager par contre les vaches. Voyons les vaches. Alors Martin, tes impressions sur ce spot? Bah écoute, pour l'instant le plus beau spot que j'ai fait moi. Toi je sais pas. Oui, ça se discute. Hein. Ça se discute. Avec la jolie vallée là derrière. Alors Martin qui dégage les vaches pour qu'on soit tranquille cette nuit. C'est bon, elles sont parties? C'est bon, c'est bon. Parce que là le problème c'est que si les chiens de berger arrivent le matin pour les récupérer, on va être bien demain matin, tu vas voir. Ça m'est déjà arrivé ça. On ne parlait pas beaucoup avec Guylaine. Je crois qu'on s'était un peu trop habitués à la solitude tous les deux. Surtout en voyage et notamment dans la difficulté, on n'a pas besoin de beaucoup se parler pour se comprendre. Quand les conditions deviennent difficiles en voyage, il suffit d'un regard pour savoir ce que l'autre pense. J'adore ça, car malgré l'absence de mots, on peut quasiment deviner instantanément la personnalité d'une personne. Impossible de mentir. Mettez une personne fatiguée, en vélo, sous la pluie, dans un pays inconnu, et vous en saurez plus sur elle que sur n'importe lequel de vos amis. On est en train de faire. On attend pour savoir si on peut dormir à l'abri. Oui, sinon on dort là quoi. Ouais, longue attente. Bon, où est-ce qu'on est finalement? Est-ce qu'on a trouvé? Bon voilà, comme toujours, on trouve toujours une solution. Là, on est dans une salle de boxe. On n'aurait pas pu trouver mieux. À l'abri, au chaud, dehors, c'est à moitié la tempête. On vient d'assister au cours de boxe en plus. Et là, on fait sécher nos tentes qui sont trempes. Ouais, putain. Ça peut cramer. C'est meilleur quand ça sort du four. On se retrouve dans la capitale géorgienne, Tbilissi, dans des hôtels un peu surprenants. Guylaine, où est-ce qu'on est? On a été mis en garde à vue pour 24 heures là parce que on a essayé de draguer des meufs dans la rue, il n'y a pas de droit ici. J'espère qu'on va vite sortir. Parce qu'il fait froid, la bouffe elle est pas bonne. Voilà.
repars seul vers la frontière arménienne, où je fais des rencontres assez surprenantes, dont Bato, un Géorgien qui m'accueille dans son magasin et me trouve une maison pour dormir. Les Géorgiens sont un peuple de l'Est, assez froid, détaché, peu bavard, montrant assez peu leurs émotions, mais toujours prêt à rendre service et fondamentalement bienveillant. En adéquation avec cette phrase russe qui dit « Celui qui sourit sans avoir une bonne raison est un imbécile ». Ah, ça se voit en tout temps. Ah, подожди, подожди. Ah, non, 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 non. Ah, c'est. Это называется вахтангур. Ah, yeah. Вахтангур, давай. Laissez tomber, moi non plus je n'ai pas compris ce qu'il voulait faire. J'arrive en Arménie et je découvre un pays très pauvre, avec des villes fantômes, des chemins en terre et des voitures soviétiques pouvant laisser penser que l'Arménie était encore dans l'URSS. Les paysages sont somptueux, les cols au-dessus de 2000 mètres deviennent presque la routine. Je peux parfois faire des dizaines de kilomètres sans voir personne, tellement le nombre d'habitants au mètre carré est faible. L'idée c'est qu'en Arménie, il n'y a absolument personne et tu peux être seul au monde pendant des dizaines de kilomètres comme ça. Je me fais accueillir par des Arméniens et ça me permet de découvrir la culture locale et leurs conflits aussi avec les Turcs. En traversant le sud de l'Arménie, je passe à quelques dizaines de kilomètres du Haut-Karabakh et donc de la guerre avec les Azéris. Parfois, depuis mon vélo, j'aperçois des bunkers et je me fais dépasser par des convois militaires allant vers les zones de guerre. On se sent parfois un peu idiot à traverser de telles zones avec un simple vélo. J'arrive dans la capitale arménienne, Yerevan, où une attente interminable va commencer. Ma seconde demande de visa iranien a été refusée. Non content, j'en fais une troisième. Pendant ce temps, je me balade. J'essaie de passer le temps car l'attente me rend fou. Au bout d'un mois d'attente, il me donne enfin mon visa. Je pars de suite vers la frontière. Sur la route de l'Iran, et il fait froid. Dans mon chemin vers l'Iran, je n'ai pas une seconde à perdre. Nous sommes moitié novembre et le chemin vers la frontière est parsemé de très hauts cols. Je sais déjà que je vais avoir froid. Sur la route, je rencontre Charlotte et Jordi, deux Français qui voyagent à vélo.
passons quelques cols ensemble, mais je les quitte assez vite. Eux veulent prendre le temps, et moi je suis beaucoup trop pressé d'arriver en Iran. Je n'ai jamais eu autant d'énergie. Je passe des nuits avec des températures avoisinant les moins 10 degrés dans la tente. Je dors 5 heures, réveillé par le froid à 6 heures, et je repars pour 7 ou 8 heures de vélo dans la montagne, comme si de rien n'était. Voilà. J'ai la mauvaise idée de camper à 2100 mètres là. Il est 7 h du mat, il doit faire quelque chose comme moins 10 degrés peut-être. Il fait froid, très froid. Vous avez vu cette bouteille d'eau? On se dit putain on va pouvoir boire un petit coup le matin. Eh ben non en fait, parce que c'est tout gelé. Petit chien qui m'accompagne sur ces routes défoncées, qui sont plutôt des chemins que des routes d'ailleurs. Hein. Hey, hop, allez, allez. Ouais. Par contre, c'est vraiment magnifique. Comme un symbole, avant d'arriver à la frontière iranienne, un col monstrueux se dresse devant moi. Avec plus de 2000 mètres de dénivelé positif en 40 km. Je mets 6 heures avec mon vélo de plus de 50 kg à me hisser au sommet. Mais en haut, je vois l'Iran. Ça y est, après 5 mois, je suis enfin en Iran et c'est hyper beau. Les paysages sont incroyables. Je suis seul au monde sur une espèce de petite route. Bon, le seul truc, c'est que ça monte beaucoup, mais je m'y attendais. Ah, vas-y, vas-y. This is wow. What in English, please? Yeah, say something in English. You speak English? Yeah. My English language is very bad. Very bad. Very, very bad. Under zero. Under zero. Il nous fait des frites. Premier soir en Iran, je suis perdu. Je ne sais pas du tout où dormir. Je vois quelques jeunes gens passer, ils me questionnent sur mon voyage et me demandent où est-ce que je vais dormir. Je leur dis que j'en sais rien. Je suis perdu en pleine campagne et ils me disent bah suis-nous, nous on sait où tu peux dormir. Donc je les suis et en fait au fur et à mesure je comprends que ils sont professeurs des écoles et c'est comme ça que je vais passer ma première nuit dans une école en Iran. گوشش نوشته هر که یارش خوشگله جاش تو بهشته ای شیرین جونم ای شیرین عمرم گر بخوای بسم ندی Comme ça. ها خوبی؟ ای خودت لیلی بلال بلال امسی خودت لیلی کردی کباب امسی خودت لیلی Name potato and egg. Egg. Okay.
En rejoignant Téhéran, je me perds dans des plaines immenses, je repense à tout mon voyage. Je suis juste heureux de pouvoir rouler sur la terre auquel je pensais depuis des mois. Dans un village, je suis accueilli par Sina et ses amis qui me font découvrir leur région. Ouais, j'ai pas trop l'équilibre et ça tangue. Ouais. J'adore me balader dans ces petits villages et voir ces ambiances moyen-orientales. Je suis surpris de la curiosité que je suscite. Dans ce village, j'avais parfois une trentaine de personnes autour de moi, me prenant en photo et faisant des lives. Le voyageur est une star, mais après 6 heures de vélo, il faut reconnaître que c'est parfois épuisant. Bon bah voilà pour la 3e nuit d'affilée, encore accueilli. Incroyable cet accueil iranien. Là je me suis fait accueillir par une famille super sympa et on attend la personne qui parle bien anglais apparemment, donc bon. Comme toujours, les choses s'arrangent toujours en Iran, il y a juste besoin de s'arrêter une dizaine de minutes dans un village, quelqu'un vient vous parler, qui connaît quelqu'un, qui a une maison, et puis on est invité comme ça, donc c'est génial. What is your name? Abbas. 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 And? Shahriyar. Shahriyar. Shahriyar, yes. Abbas. Aydın bir tane de koyalım. Next alasın o çiçek geçer düşer koyar. Abbas tuzu getir bile. Je rencontre Aydin, un Iranien parlant l'anglais qui m'introduit auprès de sa famille. L'hospitalité iranienne est incroyable. Aydin a dû me demander au moins une 50aine de fois si je voulais plus à manger, du matériel pour la suite de mon voyage et beaucoup d'autres choses. Malgré mes réponses négatives, après le repas, il a tenu à me faire manger une dizaine de broches de kebab. And this kebab is the meat of cow. C'est bon? Bon, on est avec Nema là, on fait une petite partie d'échecs quand même. Bon, je dois gagner parce que là je dois honorer l'honneur de ma famille. Si je perds, je déshonore mon père qui a été professeur d'échecs, donc je dois gagner. Bon, j'ai perdu et 2 fois de suite en plus. La personne qui m'accueille et qui joue avec moi aux échecs s'appelle Nima, un pianiste vivant à la campagne qui m'accueille sous son toit. Avec Nima, je découvre que l'Iran est un pays de contrastes forts. Parfois, j'ai dormi chez des familles très conservatrices, où je ne pouvais même pas voir les femmes, alors que le jour d'après, je rencontre des gens aussi libéraux dans leur fonctionnement que des occidentaux. Le fait d'être un voyageur, simplement de passage, force à écouter, à se placer en spectateur de ces divergences, sans avoir besoin d'y prendre parti. How many countries can you go with your passport? I think maybe 20 or 30 countries. Yeah.
with Iranian passport, how many countries can you go? I know Turkey. Turkey. Yes. For example, Turkey and Azerbaijan and Armenia. But yes, Armenia, Iraq, Afghanistan. Visa is very difficult for us because we have to take more money, almost 10 or 8,000 euros. Avec Nima, je comprends que les Iraniens aiment les étrangers car ils représentent la seule rare porte de sortie qu'ils ont vers le monde extérieur, étant donné qu'ils sont prisonniers de leur propre pays. Can you invite him? I said yes. Why don't know? Why are no? And you came to my house, and I'm very happy for this because I accustomed with you, and we played chess. I loved this. À côté de la mer Caspienne, je rencontre Ali et son père Reza qui m'accueillent chez eux. Allez, je prépare la nourriture iranienne. What is the name? Baghali Gato. Baghali Gato. Ça a l'air bon. Test. Là. Je donne mon casque de vélo au petit Ali, en lui disant qu'elle viendra me le rendre dans quelques dizaines d'années, lorsqu'elle aura l'âge de faire le chemin inverse du mien à vélo. Non loin de Kazvin, ce fut mon seul bivouac en Iran, et aussi le dernier du voyage, dans un cadre merveilleux. Pour ma dernière nuit sur les routes, je dormis dans une boulangerie, où le boulanger me laissa carrément les clés et me laissa même la caisse en me disant de prendre ce dont j'avais besoin pour continuer mon voyage. Évidemment, je n'avais plus besoin d'argent. Du coup, c'est moi qui ferme la porte du supermarché, enfin de la boulangerie, pardon. C'est pas beau ça? En revanche, qui dit boulangerie dit réveil à 5 h du matin. Donc j'étais debout de bon matin pour ma dernière journée de vélo. C'est parti pour le dernier jour, je suis avec Mohsen. Et jusqu'au dernier jour, rien ne me sera épargné parce qu'il y a un fort vent de face. Donc c'est jamais fini jusqu'à la fin. Mais en tout cas, c'est beau. Merci pour l'accueil, Mohsen. Merci, merci, merci. Et voilà, dernier jour maintenant, droit jusqu'à Téhéran. Il y a 85 km. C'est parti. این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است
En approchant de Téhéran, je vois l'immense tour de la liberté, que j'aperçois alors que je suis encore à 10 km d'elle. Je réalise alors que, après 5 mois et 8000 km, je l'ai fait. Ce qui n'était qu'un rêve un peu fou est devenu une réalité. Il me reste 20 km à faire parce que la personne qui m'héberge, Rochanak, elle habite à l'autre bout. Ouais, salut! Quand je repense à tout le chemin parcouru, le premier sentiment qui me vient est l'impression d'avoir vécu une vie dans une vie. L'impression que 5 ans se sont écoulés depuis mon départ tellement j'ai changé. Je crois que j'ai plus appris sur moi-même en 5 mois que dans toute ma vie. C'est pas beau. Because I came from Paris, you know, I'm French. And I came from Paris by bicycle. Yeah, France. Yeah. Paris, by bike. 5 months. À Téhéran, je suis accueilli par Rochanak et Ahmed pendant une semaine. Et j'ai encore de la peine à croire que c'est fini. Je ne dormirai plus dans ma tente. Le grand apprentissage de ce voyage a été que je suis parti en me pensant très fort, mais j'ai été bien vite en difficulté, bien plus vite que ce que je ne le pensais. Mais dans cette difficulté, dans cet état d'incertitude, de stress, de peur, j'ai découvert que je pouvais tenir des mois. Pas seulement parce que je me suis surpassé, mais aussi parce que la beauté qu'on trouve au bord des routes, au croisement des chemins, surpasse largement la douleur qu'on peut y trouver. Les rencontres, les paysages sont exceptionnels quand on voyage à vélo. Car on sait qu'on ne verra plus jamais les personnes que l'on vient de rencontrer, qu'on ne verra probablement plus jamais les paysages que l'on vient d'observer. Donc le moment, la rencontre est unique. Elle contient en elle son début et sa fin. On ne peut donc que profiter du moment présent. Face à ces rencontres, face à toutes ces choses inattendues, on ne peut pas se mentir, on n'a pas le temps de réfléchir. Et au bout de 5 mois, on se rend compte que on a fait un voyage de 8000 km à vélo simplement pour se trouver soi-même. ای عیان بی من مدان ای زبان بی من مخوان ای عیان بی من مدان